partie qui aborde l'influence du e-commerce sur l'économie en général et justement l'importance de la donnée dans ce domaine-là. Excusez si je me lève. Alors, l'impact du e-commerce sur l'économie mondiale, je vais vous faire une petite photographie du panel mondial aujourd'hui et surtout rentrer, moi en tant que professionnel, dans ce qui m'a un petit peu interpellé dans l'évolution récente du e-commerce et bien sûr de la donnée, du caractère de la data au milieu du e-commerce. Comme l'ont si bien dit Jacqueline et Dominique au début de la présentation de cette intervention, et vous en êtes tous conscients ici en tant qu'étudiants dans un master international, aujourd'hui la donnée est globale. La globalisation ne s'est pas faite uniquement sur le sens de l'économie, elle s'est faite également sur le sens de la généralisation, du partage, voire parfois du pillage, des données personnelles du citoyen consommateur. J'appelle ça le citoyen consommateur parce que vous jouissez tous d'une personnalité juridique, mais pour un GAFA, pour une société, pour n'importe quel intervenant du e-commerce, vous êtes également une source de données. Vous êtes une sorte, je ne vais pas dire comment on dit, d'homo economicus, mais qu'on peut facilement tondre, on va dire ça comme ça. Pas que ce soit négatif, hein. Pour des professionnels comme moi, c'est plutôt positif, mais vous, chacun d'entre vous, ça doit vous interpeller en tant que consommateur, en tant que citoyen. Alors, je vais faire de manière très succincte 3 par 3. C'est, je pense, à mon avis, les idées fortes qui vont ressortir. Les 3 chiffres clés, c'est le volume du e-commerce en 2017. Donc, c'est 2034 milliards de dollars en termes de volume. C'est assez énorme. La hausse par rapport à 2016, elle est extrêmement importante. 1/4 de hausse, c'est-à-dire que c'est une dynamique de fond. Et c'est une dynamique, quand on verra les perspectives à la fin de la présentation, qui est amenée à se poursuivre. Et là où c'est particulièrement intéressant sur le partage de données et sur le pillage de données, c'est justement le nombre de ventes en e-commerce effectuées à l'aide d'un mobile. Alors, je précise dans la terminologie, avec ou à l'aide, c'est les gens qui ont commencé à repérer un produit sur un mobile, qui ont commencé à repérer un produit sur leur téléphone, qui soit ont finalisé la vente automatiquement sur ce même mobile, ou alors qui l'ont remise à plus tard sur leur ordinateur. C'est une évolution extrêmement importante, en sens où non seulement il y avait déjà une mobilité Internet qui s'effectuait, mais cette mobilité aujourd'hui, elle s'intègre à la mobilité du citoyen consommateur lui-même. C'est-à-dire que vous vous baladez dans la rue, vous flashez sur un objet, vous le cherchez sur Amazon, vous l'achetez, c'est bon. Vos données sont en boîte. C'est parfait. C'est parfait pour tout le monde. Peut-être pas forcément pour vous, mais c'est parfait. Ah, les répercussions de l'évolution du e-commerce et de l'évolution du traitement des données, du traitement de la data ont été principalement ciblées sur 3 classes, on va dire, de participants au e-commerce, 3 classes d'acteurs principaux du e-commerce. Alors d'abord, vous, les consommateurs, vous vous doutez bien que à force de partager vos données, à force justement d'évoluer vers de nouveaux modes de consommation, d'évoluer vers des nouveaux choix de produits, d'évoluer vers, on va dire, pour être réceptif à des stratégies marketing différentes, qui passent par des supports numériques, qui passent par des supports actifs, qui passent aussi par tout simplement vos renseignements en termes de données, parfois qui n'a pas eu l'impression qu'on se voit suggérer un produit fortement à partir de données qu'on est capable soi-même de reprendre. Donc dans ce cas-là, on est plutôt fier de dire « Ah, j'ai un peu piégé le truc », mais c'est un chiffre qui apparaît pas ici, dans 80% des cas, vous n'en apercevez pas. Le produit est suggéré, dans 20% des cas, vous vous en rendez compte, et vous avez un sentiment de satisfaction. Je suis celui qui a dompté le big data des méchants GAFA, et dans 80% des cas, tout simplement, vous cédez aux GAFA. Ce qui n'est pas mal en soi, encore une fois. Je parle pas, il ne s'agit pas ici de bien ou de mal. En tant que professionnel, j'ai pas forcément d'a priori là-dessus. Au contraire, moi j'apprends aux particuliers à se constituer un petit peu par rapport à ça. Donc moi, c'est plutôt à mon avantage, mais vous, c'est une problématique qui doit vous interpeller. Alors au niveau des producteurs, par producteur, je vais tout de suite clarifier, c'est un terme très très vaste. Producteur, c'est à la fois Taizong, l'entreprise logistique qui produit qui produit à Shenzhen avec 2000 employés, pas mal de produits à destination du marché européen, et c'est aussi Amazon. Vous avez des producteurs uniquement de services, vous avez eBay,
vous avez AliExpress, vous avez pas mal de gens qui ont pris, on va dire, le coche du partage uniquement de données, de la mise en relation entre le producteur et le consommateur, à travers beaucoup d'intermédiaires qu'on verra ensuite, et vous en avez qui ont simplement continué à produire. Et vous en avez encore plus qui aujourd'hui tirent leur épingle du jeu. Vous avez un site comme Amazon, vous avez un GAFA énorme comme Amazon, qui tout simplement se positionne à la fois sur la production de ses propres produits, sa propre brand, sa propre stratégie marketing, sa propre stratégie commerciale, et qui, de l'autre côté, continue à ouvrir une fenêtre à l'ensemble des producteurs, à l'ensemble des intermédiaires, à l'ensemble des revendeurs, et qui profitent des deux côtés. Alors, il va de soi que les producteurs, quand je parle du plus petit producteur à ceux qu'on connaît aujourd'hui dans l'économie numérique, il y a un panel énorme. Mais pour eux, ça a modifié quelque chose. Pour eux, ça a peut-être déplacé le centre d'intérêt et également le centre d'investissement dur entre ce que je produisais et la manière dont je le vendais, et plutôt que de se baser sur ça, se baser sur celui qui va le consommer. Et en se basant sur celui qui va consommer, en inversant peut-être la tendance, en mettant peut-être moins l'accent sur le produit et plus l'accent sur celui qui va le consommer, on voit que c'est une stratégie totalement différente qui, en 10 ans, est passée du tout au tout, ne serait-ce qu'en termes d'investissement interne dans les sociétés de ce type-là. Enfin, c'est là mon cœur de métier à titre de professionnel, les intermédiaires. Je sais qu'on a une tendance à être particulièrement virulent sur l'ubérisation de la société, surtout avec notre tradition salariale et fiscale française. Et encore une fois, pas de jugement, hein, c'est un état de fait. C'est juste que dans des pays comme l'Allemagne, dans des pays comme le Royaume-Uni, forte raison dans des pays comme les États-Unis, les pays qui ont vu, entre guillemets, éclore le e-commerce de manière massive, dans ces pays-là, il y a toute une classe intermédiaire, je vais dire, d'entrepreneurs, de gens qui font du dropshipping, du fulfillment, des gens qui se sont auto-organisés en tant qu'entrepreneurs et qui ont aujourd'hui une certaine place dans ce type d'économie et une place grandissante. C'est-à-dire que la plupart des GAFA aujourd'hui, que ce soit pour la collecte de données ou tout simplement pour la vente de leurs produits, si on se base bien sur ceux qui collectent les données, sur ceux qui échangent les données et ceux qui produisent des produits, ben ils font tous appel à des intermédiaires directement intégrés dans le marché, et ces intermédiaires, en partie, on les forme, ou alors ils s'auto-forment, ce sont des autodidactes parfois, mais ça se trouve, il y en a quelques-uns dans la salle. S'il y a des étudiants qui, ici, ont déjà commencé à faire du commerce numérique, ils savent exactement de quoi je parle. C'est une autre vision de l'emploi du e-commerce. C'est une totale autre vision du citoyen consommateur qui, lui, après avoir consommé, avoir totalement maîtrisé le processus d'achat, va se dire, bah, s'il y a de la place comme intermédiaire entre Amazon et le reste des gens, s'il y a de la place comme intermédiaire entre eBay et le reste des gens, et si moi, j'ai la possibilité de prendre Taizong à Shenzhen, de nouer un accord avec eux, et de revendre sur une plateforme comme eBay ou sur Amazon, bah, c'est ma chance en termes d'entreprise, en termes de développement personnel, et surtout en termes purement financiers. Je vais tirer mon épingle du jeu, et je vais participer à la fois à la vente de produits, je vais participer à la fois au circuit classique de l'économie numérique, mais également à la collecte de données. Pourquoi ? Parce que je vais prendre les données de mes acheteurs, de mes clients, alors bien sûr dans le respect ou pas le plus total de la légalité et des normes informatiques et de liberté, et je vais réutiliser tout ça en termes d'intermédiaires. Ces trois principaux acteurs travaillent de concert aujourd'hui. Nous, à titre professionnel, on le voit au jour le jour. Il y a des relations beaucoup plus informelles que ce qu'on croit entre des géants du numérique, des géants de l'économie numérique comme Amazon, eBay, Alibaba et des petits intermédiaires. C'est valorisant pour un intermédiaire de se voir, entre guillemets, trouver une place dans cet ordre économique, même si on n'a pas forcément parfois de retour direct sur chaque intermédiaire. Je trouve que c'est des petites unités, des petites entités. Et l'ensemble de ces trois acteurs font que les chiffres qu'on a vus au départ vont de plus en plus s'amplifier, de plus en plus se généraliser sur l'ensemble de la planète, dans un contexte de globalisation totale. Et quand je parle de globalisation totale, c'est d'expérience pour avoir eu des intermédiaires au milieu de l'Afrique qui n'avaient même pas de moyens logistiques, mais qui étaient déjà branchés sur l'économie numérique en termes de besoins, sur des produits comme le beurre de karité, sur des produits naturels, et qui les exportaient directement en Europe avant même d'avoir trouvé une solution logistique tangible.
ce sont des gens qui n'ont pas peur, qui se sont lancés et qui ont utilisé la force des producteurs et l'attrait des consommateurs pour boucler la boucle. Ça nous amène à 3 questions primordiales pour les perspectives. Alors, une question industrielle, justement, quel modèle logistique? Je sais qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps, mais je vais prendre un cas pratique. Vous avez eu la géniale idée en 2017 de vendre des hand spinners, et tout à coup, le marché s'affaisse. Plus aucun produit, ça devient quasiment boursier. Hein. Vous avez tout de suite une fin de vente, et votre stock est bloqué dans un entrepôt Amazon. Votre hand spinner coûte 1 €. Le coût du stockage sur 2 semaines coûte 2 €. Comment vous faites? Là, vous avez 2 choix. Soit vous rentrez dans le cadre, vous êtes un peu éclairé, ou en tout cas, vous avez une certaine conscience commerciale et vous rentrez dans le cadre d'une économie participative, et dans votre circuit logistique, vous avez intégré la redistribution ou la revente quasi à perte de vos produits, soit alors, tout simplement, vous faites la chose la plus horrible, vous gaspillez, vous détruisez. Et ça, c'est un problème qui se multiplie par millions, parce qu'il y a des millions d'intermédiaires. Des millions d'intermédiaires qui chacun ont leur propre vision, chacun ont fait leur propre analyse, et qui se retrouvent avec des stocks de produits dans des chaînes logistiques qui sont bloquées. Deuxième question, question éthique, je pense que dans la deuxième partie de la présentation, on va aborder ça beaucoup plus, mais tout le monde sait que vos données de consommateurs, elles sont utilisées pas seulement pour de la consommation. Si encore la data de consommation était utilisée uniquement pour revendre des produits ou vendre des produits, ça se saurait. Vous savez très bien que la plupart de ces données se cachent derrière. Bien sûr, il y a des règles, bien sûr, il y a des barrières, mais encore une fois, le problème étant global, le problème étant international, c'est très difficile d'avoir une harmonisation des législations sur les données qui sont prises par les sites marchands et qui sont échangées à travers tous ceux qui veulent les prendre. On ne partirait pas sur les scandales de Cambridge Analytics où des gens qui voulaient acheter du hareng du Massachusetts ont vu leurs données pillées par des banques de données qui les ont reversées à d'autres partis politiques. Voilà. Tout est lié. Vous êtes un citoyen consommateur, la société, c'est une société de consommation. Malgré vous, dès le moment que vous mettez le doigt dans l'économie numérique, vos données sont partagées, et ça, c'est peut-être la plus grosse question éthique là-dessus. Enfin, la question scientifique, en recherche et développement et réinvestissement, il faut comprendre quelque chose, et ça, c'est peut-être un point positif à mettre à l'actif des GAFA. Une des principales critiques qu'on faisait à l'économie au cours de ces 30 dernières années, avec des Gordon Gekko et des Patrick Bateman, c'était tout simplement la financiarisation de l'économie qui n'arrivait plus du tout à réinvestir dans des projets tangibles, dans des projets de biomètre, dans des projets spatiaux. Je vous laisse juste une perspective. Hein. Aujourd'hui, les GAFA sont les principaux investisseurs privés dans la conquête spatiale. C'est juste tout simplement relier le e-commerce à un réinvestissement totalement différent, et aussi des projets sur l'intelligence artificielle, comme va l'aborder David Perrier juste après. L'ensemble de ces projets-là sont financés aujourd'hui par le e-commerce. Vous avez une sorte d'investissement privé massif de patrons de multinationales qu'on considère à tort ou à raison comme les nouveaux chefs du monde. Loin de moi l'idée de m'insérer dans le propos, c'est une polémique beaucoup trop grande, mais force est de constater qu'aujourd'hui l'investissement privé dans des causes réelles est beaucoup plus dû à des initiatives privées de patrons de GAFA qu'à des fonds d'investissement, qu'à d'autres structures économiques. Donc ça, cette question-là, c'est de savoir, est-ce que c'est simplement de la poudre aux yeux? Est-ce que Elon Musk veut nous envoyer sur la Lune pour mieux vendre? Ou est-ce que c'est un réel intérêt de la part de ces dirigeants de GAFA? Est-ce que c'est un réel intérêt de la part de ces comités de dirigeants de vouloir investir sur des sujets, on va dire, totalement différents de l'économie traditionnelle du e-commerce? Quand vous achetez un produit sur Amazon, si vous avez le sentiment qu'à travers votre investissement, enfin, à travers votre achat plutôt, il va y avoir un investissement de la société dans des projets phares, est-ce que vous, en tant que consommateur, ça vous pousse peut-être à consommer? Est-ce que ça vous donne une idée là-dessus sur quel va être votre futur? Il faut voir les problèmes de bioéthique, les problèmes de recherche en intelligence artificielle. Je laisse de côté le côté spatial parce que ça met un peu tout le monde d'accord, mais sur la recherche sur le génome, sur des clonages, sur pas mal d'autres projets, on va dire économico-sociaux, comme le projet des trois grands investisseurs chinois sur tout simplement le fichage de la population. Ces projets-là peuvent apparaître grandioses, ils peuvent apparaître purement totalitaires. Ça dépend de quel côté on se passe. Donc, à partir de tout ça, à partir de ces trois questions, moi je veux savoir exactement
quelle grande question on peut se poser sur 2025? Quel va être le modèle de notre économie? Alors, bien sûr, vous vous doutez bien que, modestement, j'ai pas la réponse à toutes ces questions et j'ai pas la réponse à l'ensemble de comment sera notre monde en 2025. Mais il faut savoir, c'est que ces acteurs-là, les intermédiaires, les consommateurs et surtout les producteurs, surtout les gros, les GAFA, ont un mot à dire sur notre futur, non seulement en termes commerciaux, en termes économiques, mais également en termes bioéthiques, en termes citoyens. Je pense que ceux qui interviendront plus tard sur la RGPD et sur la cybercriminalité verront que quand il n'y a pas trop d'autorité au-dessus d'une autorité économique, ça laisse un peu un flou artistique dans ce traitement de données. Et la véritable question, c'est de savoir est-ce que nous, à titre de consommateurs et à titre de citoyens, on va réussir à avoir, je ne vais pas dire un contrôle, mais une influence sur les choix que prendront ces GAFA, ou est-ce que la perspective sera beaucoup plus sombre. Voilà. Je vous remercie. Ça sera très intéressant pour moi parce que on connaît pas trop et le problème c'est qu'on est en concurrence avec le monde entier. Donc si on n'utilise pas les bons moyens, les bons techniques au début, ça va être un peu compliqué pour trouver une part de gâteau. C'est des choses dont on a besoin d'entendre et qu'on réutilisera volontiers parce que c'était vraiment très très riche. Un très très bon moment, une très bonne qualité de partage. Nous, dans des masters, on peut avoir des connaissances un peu générales et c'est vrai qu'avec des experts, on peut aller plus en profondeur et voir des détails, des aspects qu'on ne voit pas forcément dans nos cours de master respectifs. Merci Commerce Academy. Merci Commerce Academy. Allez, on va faire plus sérieux. parce qu'on n'était pas prêts. 1, 2, 3. Merci Commerce Academy. Merci.